Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salamu ala moulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bon, je vais commencer une série de vidéos concernant le système d'exploitation open source. Et je vais consacrer cette première séance à l'histoire de Linux parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à différencier entre les systèmes d'exploitation Unix et les systèmes d'exploitation Linux. Donc, on commence cette histoire. Tout est commencé en 1965 avec trois établissements, à savoir l'Institut de technologie MIT, la Société General Electric et la société Bell Labs ou bien AT&T Bell Laboratories. Donc, ces trois sociétés, ils ont décidé de créer un système d'exploitation, ce qu'on appelle Multix. Et comme vous le savez, le système d'exploitation est une interface intermédiaire entre l'utilisateur et un ordinateur. Un ordinateur ne peut fonctionner qu'avec un système d'exploitation. Donc, ce système d'exploitation qui s'appelle normalement Multiplexed Information and Computing Service. Donc, ce système d'exploitation, il a besoin d'un ordinateur sur lequel on va l'installer. Donc, cet ordinateur n'est que l'ordinateur GE635 et GE645 de la Société Générale Électrique. Donc, en 1969, la société Bell Labs s'est retirée normalement de ce projet à cause de certaines contraintes financières. Également, le système d'exploitation Multix n'a pas donné normalement de performance suffisante. Donc, c'est pourquoi il a opté normalement pour le système GECOS. C'est un système qui appartient à la Société Générale Électrique. Mais il faut savoir, il y a deux personnes. Il y a deux informaticiens, à savoir Ken Thompson et Dennis Ritchie, qui ont décidé de continuer à développer ce système d'exploitation avec l'assistance d'une équipe de la société AT&T. Il faut savoir que Ken Thompson et Dennis Ritchie, il appartient ou bien il travaille dans cette société, à savoir la société Bell Labs. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé ce système d'exploitation en ajoutant un interpréteur de commande et quelques utilitaires pour arriver enfin à un système ou bien à une version réduite appelée Unix avec CS à la fin. Mais rapidement, le CS va être remplacé par une seule lettre, à savoir le X, pour donner naissance à un système, ce qu'on appelle Unix. Donc, ces deux personnes, à savoir Dennis Ritchie et Ken Thompson, c'est à partir de 1970, ils ont trouvé des difficultés financières à continuer leur projet. C'est pourquoi ils ont proposé à la société Bell Labs d'ajouter le traitement de texte au système Unix. Donc, la société il a accepté, il a donné un soutien financier à ce projet. Et par la suite, c'est pour la première fois qu'on a nommé le système d'exploitation Unix comme étant Unix Operating System. Et la société Bell Labs, elle a utilisé ce système comme un système de traitement de texte pour la rédaction de ses brevets. Donc, Dennis Ritchie et Ken Thompson, ils ont un autre problème qui est un problème très sérieux, à savoir normalement, ou bien si vous voulez, c'est le fait qu'à chaque fois qu'on change de machine, on a besoin de réécrire ce système. Pourquoi? Parce qu'on utilise un langage assembleur, c'est un langage de machine, et donc à chaque fois qu'on change de machine, on a besoin de réécrire le système. Donc, Ken Thompson et Dennis Ritchie, ils ont besoin de trouver normalement un autre langage qui va leur permettre bien sûr de résoudre ce problème. Et c'est à partir de 1973, donc Dennis Ritchie et Ken Thompson, comme étant des fondateurs de langage B et langage C. Donc Ken Thompson, c'est lui qui a créé le langage B, mais il a présenté plusieurs limites. C'est pourquoi Dennis Ritchie il a fait le départ de ce langage, à savoir le langage B, pour arriver à un autre langage, ce qu'on appelle le langage New B, ou bien nommé logiquement le langage C. Donc maintenant, on n'a plus besoin normalement de réécrire le système à chaque fois qu'on change de machine. Il suffit d'avoir un compilateur C sur chaque machine. Il suffit d'avoir un compilateur C sur chaque machine. Donc le compilateur C, c'est un programme qui vous permet normalement de convertir un langage lisible par l'être humain, c'est-à-dire le langage du code source du système, en un langage lisible par la machine, c'est-à-dire un langage de machine. Donc maintenant, on n'aura jamais besoin normalement de réécrire le système à chaque fois qu'on change de machine. Donc, en 1900
1974, donc la société AT&T ne voit pas d'avenir clair pour la commercialisation, bien sûr, de son système Unix, vu que la loi l'interdise de commercialiser un produit qui ne rentre pas dans, qui ne rentre pas dans son activité, à savoir la télécommunication. C'est pourquoi il a décidé de diffuser ce système à des fins éducatives à toutes les universités et les entreprises. Et parmi les universités qui a profité de cette situation, c'est l'université Berkeley. Et elle a réussi de créer deux versions normalement d'un système d'exploitation appelé BSD, c'est-à-dire Berkeley Software Distribution, en version 1 et en version 2. La version 1, elle est basée sur Unix version 6 et la version 2, elle est basée sur Unix version 7. Sachant que la version 7, c'est la dernière version avant que AT&T commence à commercialiser son système parce qu'il a trouvé une solution pour commercialiser son système. Et à partir de cela, c'est-à-dire à partir de 1980, donc il y a une guerre qui s'est déclenchée entre les deux entités, à savoir l'université Berkeley et la société AT&T, parce que ce sont les deux seules entités qui ont continué à développer le système Unix. Donc, la société ou bien l'université Berkeley, il a profité de la gratuité ou bien de la liberté d'utilisation du système Unix avant qu'il soit commercialisé et il a créé la version 3 BSD et après il a créé la version 4.0 jusqu'à la version 4.4. Parallèlement, la société AT&T, il a créé la version 3, la version 5 et des sous-versions, à savoir la version 5 release 1 jusqu'à la version 5 release 4. Et à partir de ce moment-là, il y a plusieurs systèmes d'exploitation qui ont apparu. Par exemple, au niveau du BSD, on a créé le OpenBSD, le NetBSD, le FreeBSD. Et à partir du FreeBSD, on a créé le PCBSD. Et tous ces systèmes sont sous la licence BSD. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tous ces systèmes, ils sont libres à utiliser. Donc, l'utilisateur, il a la liberté totale. Il peut même modifier les systèmes et les redistribuer avec une autre licence. Ce n'est pas le cas normalement de la licence GPL qu'on va voir par la suite au niveau des systèmes Linux. Au niveau de la société AT, il y a d'autres systèmes qui sont apparus, à savoir le HPUX de la société HP, le AIX de la société IBM et le système Solaris avant qu'il ne soit nommé Solaris Oracle depuis que Oracle il a racheté la société Sun Microsystems. Oui, c'est Sun Microsystems en 2006, si je ne me suis pas trompé. Donc, tous ces systèmes, bien sûr, que j'ai cités pour l'instant, ils sont sous une licence propriétaire, c'est-à-dire si vous voulez utiliser ces systèmes, vous devez acheter une licence. Ce sont des systèmes propriétaires. Par la suite, au niveau du BSD, on a créé le macOS, on a créé également le système Sun, avant qu'il ne soit le Sun Solaris Oracle. Et ces systèmes sous licence propriétaire. Comme j'ai dit, normalement, la licence BSD, ça vous permet de redistribuer un système sous une autre licence. Donc, ils sont devenus des systèmes propriétaires. Également, au niveau de AT&T, ou bien au niveau du système d'exploitation Unix, donc il y a la société Microsoft qui a créé un système Xenix, qui va abandonner par la suite au profit d'une autre société, et le système SEO Open Server, et qui sont tous les deux également, ce sont des systèmes propriétaires. Donc, voilà. Donc, l'alternative, c'est quoi? Donc, à partir de 1983, eh bien, c'est la naissance de l'idée de créer un système d'exploitation libre, totalement libre. Donc, l'idée, c'est de qui? C'est de l'informaticien Richard Stallman, qui a pu créer un système d'exploitation appelé GNU Linux, c'est-à-dire GNU Not Unix. Mais l'échec qu'il a eu normalement, on ne peut pas dire un échec, déjà il a créé un système, c'est très important normalement. Donc ce qui lui manque bien sûr, c'est le noyau. Et je vais expliquer par la suite c'est quoi un noyau d'un système d'exploitation. Donc, Richard Stallman, il a essayé de réglementer les systèmes d'exploitation libres ou bien les logiciels libres tout en créant une fondation, ce qu'on appelle Free Software Foundation. Parmi les actions qu'a fait normalement cette fondation, c'est la création d'une licence GPL basée sur trois
libertés fondamentales, à savoir la liberté d'utiliser le système, la liberté de le modifier, la liberté de le redistribuer. Mais attention ici, lorsque vous redistribuez un système, il faut le redistribuer avec sous la même licence, c'est-à-dire la licence GPL. GPL, ça veut dire General Public License. Donc, comme j'ai dit, Richard Stallman, il lui manque le noyau. Et c'est quoi un noyau? Donc, de toute façon, la première couche, c'est la couche hardware, c'est-à-dire ça représente le matériel, ou bien les composants matériels de votre ordinateur, à savoir le disque dur, le processeur, etc., la RAM, etc. Donc, juste après, normalement, cette couche, à savoir la couche matérielle, il y a ce qu'on appelle le noyau. Donc, le noyau, c'est lui qui vous permet, bien sûr, de faire fonctionner ces composants matériels ou bien de gérer ces composants matériels. Donc, parmi les fonctions d'un noyau, il y a la gestion des ressources, c'est-à-dire les composants matériels. Il y a également la gestion de la mémoire, c'est-à-dire l'allocation au niveau de la mémoire. Donc, à chaque fois que vous exécutez un programme, il est chargé au niveau de la mémoire. Donc, il est chargé de la gestion de la mémoire, il est chargé de la gestion du stockage via le système de fichiers, il est chargé également de la gestion de processus. Donc, un processus, c'est un programme en cours d'exécution. Donc, le programme, lorsque vous l'exécutez, il passe par plusieurs étapes. Donc, la première étape, normalement, il est chargé au niveau de la mémoire. Après qu'il est chargé au niveau de la mémoire, il attend son tour pour qu'il soit exécuté au niveau du processeur. Toute cette opération, bien sûr, elle est gérée par le noyau. Donc, comme vous le saviez, l'utilisateur ne peut pas interagir directement avec le noyau. Il a besoin d'une couche intermédiaire. Cette couche, normalement, c'est la couche utilitaire. Et cette couche, normalement, par laquelle s'est intéressé Richard Stallman. Il s'est penché beaucoup, normalement, sur cette couche. Donc, mais il n'est pas arrivé, normalement, à créer son noyau, qui est appelé, normalement, EARD, qui n'a pas arrivé à le compléter. Donc, les utilitaires, ce sont les programmes qui vont permettre à l'utilisateur d'interagir avec le noyau. Donc, qu'est-ce qu'on trouve comme utilitaire? Vous pouvez trouver, par exemple, le shell comme interpréteur de commande, c'est l'interface de ligne de commande. Il y a les éditeurs de texte, le VI, il y a les Max, également c'est un éditeur de texte. Il y a le Xwindow, c'est un programme qui est responsable de l'interface graphique au niveau de Linux. Il y a le GCC, c'est un ensemble de compilateurs qui prend en charge plusieurs langages. On a déjà expliqué c'est quoi un compilateur. Et juste après, normalement, on trouve la couche application qu'on peut associer à la couche précédente. Donc, sur laquelle on trouve tous les programmes qu'aurait besoin un utilisateur pour exécuter une tâche de travail. Par exemple, un tableur, un navigateur, un système de gestion de base de données, database management system, un logiciel de messagerie, etc. Tout cela, bien sûr, on l'appelle une architecture du système Linux. Donc, après qu'on a su c'est quoi un noyau, donc il y a une personne qui a réussi normalement à créer un noyau. Tout est commencé en 1995. Cette personne, c'est Linus Torvalds. Donc, Linus Torvalds, il a pu créer un noyau qu'il a appelé normalement Linux. Tout est commencé avec le professeur Andreu, c'est un enseignant de Linus Torvalds, qui a réussi à créer un système d'exploitation qui a nommé Minix et qui est basé sur Unix. Et Richard Stallman, dans le cadre de son projet de fin de formation, il s'est basé sur Minix pour créer par la suite un noyau qu'il a nommé Linux. Donc, le même cas que Richard Stallman, Linus Torvalds a également besoin des utilitaires pour compléter son système d'exploitation. C'est pourquoi il a profité normalement de la liberté des logiciels de Richard Stallman et il a créé ou bien il a complété son système d'exploitation appelé GNU Linux, ou bien tout court Linux. Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir de ce système d'exploitation GNU Linux, on a pu créer plusieurs distributions, une multitude de distributions. Pourquoi? Parce que le système il est libre, il est à la portée de tout le monde, et chacun normalement peut développer de sa façon. Donc, c'est pourquoi on peut citer quelques distributions. Donc, on commence par la société Red Hat qui a créé deux systèmes d'exploitation, à savoir le Red Hat Enterprise et le Fedora. Donc, on peut dire que le Fedora, c'est un système d'exploitation client et le Red Hat Enterprise, c'est un système d'exploitation pour les entreprises, pour les serveurs. Donc, Red Hat Enterprise, c'est plus stable que Fedora parce qu'en moyenne, on passe la mise à jour entre 12 mois et 24 mois. Par contre, au niveau de Fedora, la moyenne elle est de 6 mois.
Et à chaque fois qu'il y a des mises à jour, on essaye de les tester au niveau de Fedora avant de les tester au niveau de Red Hat Enterprise. Donc Red Hat, normalement, le code source de Red Hat, bien sûr, il est libre, c'est-à-dire la société n'a pas le droit de vendre, bien sûr, le code source de ces systèmes d'exploitation, mais elle profite normalement, ou bien elle peut gagner de l'argent, bien sûr, à partir des mises à jour et à partir également des supports normalement de ce système d'exploitation. C'est pourquoi on trouve normalement une autre distribution qu'on appelle CentOS. Vous pouvez dire normalement que CentOS c'est la version gratuite de Red Hat. Donc c'est une copie du système Red Hat. Donc il a profité de la liberté des systèmes. Il a pris le code source, hein, une copie tout ce qu'elle a fait normalement, c'est il a supprimé le logo normalement Red Hat. Donc voilà. Donc il y a une autre société, à savoir la société SUSE, qui a créé également deux systèmes d'exploitation, OpenSUSE et également SUSE Linux Enterprise. Il y a une autre société, à savoir la société Mandriva, qui a créé l'Open Mandriva, qui va devenir par la suite Mandriva Linux. Pardon, qui a créé Mandriva Linux, qui va être par la suite normalement renommé Open Mandriva. Il y a également la distribution, ou bien le système d'exploitation Android pour les machines mobiles ou bien pour les appareils mobiles. Il y a également la distribution Debian. Et à partir de Debian, on a pu créer une autre distribution, à savoir la distribution Ubuntu. Donc voilà, c'est une brève histoire normalement des systèmes Unix et des systèmes Linux. Donc je crois que maintenant vous pouvez différencier entre les deux types de systèmes, à savoir Unix et Linux. Et je vous donne un rendez-vous pour la séance prochaine qui va concerner bien sûr l'installation du système d'exploitation Red Hat, parce qu'on va prendre le système d'exploitation Red Hat comme base de notre travail durant toutes les séances qui vont venir par la suite. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.